Alors, pour ceux qui doivent se dire « encore une glyptine, encore, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter de plus? Pourquoi on a un plus ?» Restez jusqu'à la fin parce que cette glyptine ne ressemble pas du tout aux autres. Et c'est pour ça que j'ai intitulé « L'épreuve, les avantages ». Quand on fait de la diabétologie, on sait qu'on a des molécules de la même famille, mais il faut que vous puissiez connaître l'élément ou les éléments qui font cette différence. Non pas entre deux familles, parce que ça vous les connaissez tous, les différences entre sulfamide, glyphlosine qui ont été très bien présentées tout à l'heure par professeur Gendouz, ou bien avec les agonites du récepteur au GLP1 ou autres, mais dans la même classe, il faut que vous puissiez connaître les avantages et pourquoi devant tel patient vous prescrirez plutôt celle-ci, et tel patient, vous prescrirez plutôt celle-là, vous allez voir que vous n'allez pas être déçu par cette molécule. Je ne reviens pas sur l'intérêt de la diabétologie, je prêche des convaincus. Nous sommes malheureusement aujourd'hui devant une épidémie mondiale. Et cette épidémie fait que si on devait rassembler toutes les personnes vivant avec un diabète aujourd'hui, eh bien, il représenterait le troisième pays le plus peuplé du monde, après la Chine et l'Inde, et avant les États-Unis. Ce sont les chiffres de projection 2021-2022. Si on revient en 2025, elles vont être refaites. Vous allez voir que ça risque d'être encore plus important. D'autant plus qu'au Maroc, nous attendons les suites de l'étude Stepwise, petit appel gentil à notre ministère et à toutes les instances, l'OMS, qui font des études de prévalence, puisque l'étude a été publiée en 2019, mais a été réalisée en 2017, où on a bien compris que le Maroc comprenait 10,6% de personnes diabétiques, mais celles que nous avons aujourd'hui à prendre en charge en plus, ce sont ces 10,4% de personnes prédiabétiques qui vont circuler et que nous devons dépister. Ce sont des personnes qui ne viennent pas en endocrinologie en consultation parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont diabétiques, elles ne savent pas qu'elles sont prédiabétiques, et c'est donc le travail et le grand challenge et le grand honneur de la médecine de famille d'aller faire du dépistage chez toutes les personnes à risque qui viennent vous voir, qu'elles viennent vous voir pour une pathologie aiguë, une pathologie chronique, qu'elles viennent vous voir pour un conseil, pour une grippe, toute autre chose. C'est votre rôle et c'est sur vous que l'avenir de nos pays dépend par rapport à cette épidémie. Parce que si on fait le dépistage tôt, le diagnostic tôt, et on traite correctement au départ, nous n'allons pas avoir autant de complications comme le professeur Scali a très bien démontré, notamment rénales et cardiovasculaires, qui finalement vont greffer la morbimortalité de cette pathologie. Alors, c'est une pathologie qui a beaucoup d'origine physiopathogénique. Je voudrais d'abord démarrer par ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est-à-dire avoir une meilleure hygiène de vie, avoir une meilleure alimentation et puis surtout discuter, propager tous ces messages à nos familles, à nos patients, à nos amis. Un jour, Inch'Allah, nous donnerons l'exemple avec nos pauses café. Pour ceux qui viennent aux journées de novembre, les pauses café ne sont pas très fournies. Et quand il y a des choses fournies, souvent c'est l'hôtel qui me les offre. Et je vais à l'hôtel, je lui dis « moi je ne veux pas. Je veux simplement des petits gâteaux qui soient très, très légers, souvent c'est des fraises ou des fruits secs. Mais l'hôtel doit trouver que je suis tellement gentille qu'il m'offre souvent d'autres choses. Et j'ai beau lui dire que je n'en veux pas, une fois je les ai renvoyés, et puis ils se sont fâchés. Donc je trouverai bientôt une alternative pour avoir une pause café qui soit une pause café, c'est-à-dire de l'eau, du café, du thé, et ensuite on va manger. Alors aujourd'hui vous avez quand même un déjeuner un peu tardif, et vous avez travaillé tôt et dans les temps, donc vous avez bien mérité une pause café après mon topo. Donc les facteurs, c'est d'abord l'alimentation. C'est quelque chose de très important et je vous encourage à demander à vos patients non contrôlés de faire une journée test. C'est ce que je fais de plus en plus, une journée test en leur disant dans 100 grammes de pain, il y a globalement 50 grammes de sucre. Vous prenez un tout petit morceau au petit déjeuner et juste une journée,
vous n'allez pas prendre de pain ni de sucre lent le midi et le soir. Ils vont bien sûr pas mourir, on le sait tous, il faut juste leur dire. Et ensuite, faites vos glycémies. Une seule journée test. 80% de vos patients qui étaient à 2,5 g en permanence vont aller en dessous de 2 grammes. Et en tout cas, dans mon expérience, parce que d'habitude, je ne suis pas aussi directe, mais je n'ai pas trouvé de solution pour certains de mes patients, eh bien, ça marche, ça marche. Ils finissent par comprendre que la diététique, c'est d'abord leur traitement. Ensuite, bien entendu, on peut faire la meilleure des diététiques et on va faire une activité physique qui soit adaptée. Eh bien, il y a, bien entendu, au niveau génétique, une insulinorésistance, une insulinopénie, un déficit de cette insulinosécrétion et puis ce mécanisme des incrétines que vous connaissez bien aujourd'hui qui fait que le patient diabétique va avoir plus de mal à contrôler sa glycémie et nous allons nous attacher à suppléer à tous ces mécanismes. Au niveau des DPP4 inhibiteurs, donc les inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase 4 ou gliptine, eh bien, quand vous allez manger tout de suite, vous allez entraîner une sécrétion, à un moment inhabituel j'espère, d'incrétines. Ces incrétines au niveau intestinal sont le GLP1 et le GIP. Vous savez comme moi qu'au départ, on pensait que le GIP n'avait aucune action et que ce GIP, vu que chez le diabétique, avait une sécrétion normale mais aucune action au niveau de la glycémie, on pensait qu'il ne servait à rien. Aujourd'hui, avec le double agoniste GLP1 et GIP, le tirzépatide, on s'est rendu compte que le GIP potentialise les effets du GLP1 et nous sommes très heureux d'avoir enfin encore une nouvelle arme pour pouvoir contrôler le diabète de nos patients. L'avantage de ces incrétines en général, que ce soit par voie injectable ou orale, agoniste du récepteur au GLP1 ou gliptine comme aujourd'hui, c'est que l'action à la fois sur la cellule bêta et la cellule alpha va faire que le diabète est contrôlé sans faire d'hypoglycémie. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est primordial pour tous nos patients. En général, bien entendu, nous avons des candidats préférentiels, mais il est très utile d'avoir ces traitements par voie orale qui nous permettent de baisser la glycémie sans entraîner d'hypoglycémie. Et pour certains patients très bons répondeurs, l'avantage est encore plus intéressant. Ce GLP1, justement, lorsqu'on va travailler dessus, va être inhibé par la DPP4, donc la dipeptidylpeptidase 4, et le rôle de ces traitements, c'est d'inhiber l'inhibiteur. Et, in fine, nous aurons plus de cette hormone GLP1 qui va pouvoir prolonger cette action et avoir un effet intéressant sur la glycémie. Alors, on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez vu plusieurs fois. En 2012, on donnait un peu le choix aux médecins en disant qu'en fonction de la situation du patient, du risque d'hypoglycémie, de votre volonté, enfin de la nécessité de baisser l'hémoglobine glyquée, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, eh bien, on ne va pas d'abord chercher à contrôler la glycémie, on va d'abord chercher à protéger nos patients contre la morbimortalité cardiovasculaire, contre la morbimortalité rénale. Et je vais dire, ça c'est au départ. Au départ, on cherche à protéger le cœur et le rein, mais bien entendu, on va ensuite se concentrer sur l'hémoglobine glyquée, d'où ces associations nombreuses d'antidiabétiques oraux et d'antidiabétiques injectables que nous allons proposer. Je ne reviens pas sur l'approche multifactorielle, le professeur Scalli l'a bien montré tout à l'heure. Il s'agit de contrôler le diabète, l'hypertension artérielle, mais également de ne pas laisser errer les patients avec des valeurs notamment de LDL cholestérol très élevées par rapport à leur objectif. Il n'y a pas de LDL normal, il y a un LDL à l'objectif pour le patient donné, et il est important de se former aujourd'hui d'autant plus au Maroc, puisque je trouve que nos médecins marocains, nous sommes de plus en plus à l'aise en diabétologie, de plus en plus à l'aise en hypertension artérielle et contrôle rénovasculaire, mais il y a encore une réticence à utiliser
des associations ou des doses importantes des traitements, notamment les statines et les autres traitements disponibles, les étimibes, etc. Mais également, tout à l'heure, vous avez eu un très beau topo sur les phospholipides qu'on peut utiliser en adjuvant pour qu'on puisse ramener nos patients à un niveau de LDL cholestérol qui soit adapté, parce que ce n'est que comme ça que nous allons diminuer cette morbimortalité cardiovasculaire. Il ne sert à rien de s'intéresser qu'au diabète, qu'au rein, qu'au cœur. Il faut qu'on arrive, ou qu'aux lipides, il faut qu'on arrive à contrôler tous ces paramètres chez les patients. Et justement, ce sont des patients diabétiques. Ne pas oublier que le socle de la prise en charge, c'est le lifestyle et c'est le temps que vous allez passer avec vos patients. Ce temps-là, mes chers amis, c'est un temps que vous allez dédier à vos patients pour leur faire gagner et du temps de vie, donc de l'espérance de vie, mais aussi vous leur faites gagner en qualité de vie. Alors, quand on regarde les études de morbimortalité cardiovasculaire et de protection rénale, eh bien, vous allez me dire, docteur Erraqi, au jour d'aujourd'hui, et il n'y a pas de raison que ça change, aucune glyptine n'a démontré de supériorité au niveau cardiovasculaire ou rénal. Ça, c'est clair, c'est vrai. Que ce soit la sitagliptine, la saxagliptine, la vildagliptine ou la logliptine ou encore la linagliptine, toutes ont démontré une neutralité cardiovasculaire. C'est vrai que la vildagliptine n'a pas d'effet d'étude dans ce sens, mais il n'y a pas de raison de penser que ce n'est pas un effet de classe. Donc on a une neutralité cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à baisser plus le risque de complications, de mortalité chez ces patients, mais en même temps, on n'en entraîne pas plus. Ceci a transformé les guidelines, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer dans un congrès ou dans des journées sans parler des glyphlosines ou des agonistes du récepteur au GLP-1, et j'en suis très heureuse. J'en suis très heureuse parce que vous avez vu qu'ils sont rentrés également dans les recommandations KDIGO depuis un moment, parce qu'ils sont toujours très à jour des nouveautés. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces inhibiteurs de la DPP4 ? Pour beaucoup, on pensait que on va les laisser tomber, ils n'ont pas finalement d'utilité puisqu'ils ne protègent pas le rein ni le cœur. C'est vrai. Le seul bémol qu'il y a eu peut-être, et on pourrait en rediscuter parce que il y a eu ensuite des études pour la saxagliptine et l'étude Seivortimi qui a eu cette alerte parce que nous avions une hospitalisation les 6 premiers mois de l'étude uniquement pour insuffisance cardiaque de plus de 27%. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez un patient qui a une insuffisance cardiaque, clairement, la saxagliptine ne va pas être proposée à ce patient-là, quelle que soit la situation. Pour les autres, eh bien, il y a eu cette neutralité cardiovasculaire qui fait qu'aujourd'hui, elles sont tout à fait sécuritaires. La non-infériorité versus placebo, c'est un point positif. Je voudrais d'abord rappeler que c'est un point positif, c'était ce qui était recherché. Ensuite, lorsqu'on a une supériorité comme les deux autres familles, eh bien, c'est encore mieux pour cette population de patients, prévention secondaire, maladie rénale chronique ou très haut risque cardiovasculaire, mais ça ne veut pas dire que les autres traitements sont abandonnés. Vous avez vu tout à l'heure avec le professeur Gendouze la place des glyphlosines. Quand on regarde un peu l'algorithme de l'EDIE de 2023, on se demande, on doit mettre une loupe et on se dit, mais où sont les DPP4 inhibiteurs? Où sont-ils? Ils sont là. Ils sont à la fois chez les patients qui vont avoir une atteinte cardiaque et que vous auriez peut-être mis sous glyphlosine parce que l'objectif d'hémoglobine glyquée n'était pas atteint. Vous allez associer la glyphlosine à la glyphlosine et la metformine, cet inhibiteur de la DPP4. Donc, ils existent aussi bien chez les patients qui ont une atteinte cardiaque, notamment pour revenir à l'objectif d'hémoglobine glyquée souhaité, mais également chez les patients en prévention primaire, chez qui vous avez besoin de baisser l'hémoglobine glyquée. Donc, en cas d'insuffisance cardiaque, le seul haut là, ça va être ces patients, ce traitement par saxagliptine. Pour le reste, on voit que dans le KDIGO, par exemple, on a cet avantage au GLP-1 et aux glyphlosines, mais vous voyez comme moi qu'on peut ajouter, lorsqu'on arrive en trithérapie,
comme l'a montré, c'est la même image, on va dire designée différemment, avec mon ami professeur Scalli. Eh bien, lorsque vous avez utilisé la metformine et la glyphlosine chez votre patient qui avait une maladie rénale chronique et que vous avez besoin de baisser l'hémoglobine glyquée encore, si le patient n'était pas sous agonisme du récepteur au GLP1 pour X raisons, ça peut être un patient, alors on dit toujours qu'il n'a pas les moyens, bon c'est vrai qu'il est remboursé en tout cas pour une molécule aujourd'hui, ça peut être aussi un patient chez qui il y a une difficulté de mettre une injection, ça peut être aussi un patient qui a un faible gap par rapport à l'hémoglobine glyquée, auquel cas le rapport bénéfice, coût-bénéfice ne va pas être aussi important et auquel cas, même chez un patient qui va avoir une maladie rénale chronique, eh bien, on trouve la place des DPP4 inhibiteurs avec un ajustement de dose pour tous, sauf pour la linagliptine. Et comme vous le voyez, lorsqu'on va être avec l'allogliptine, on va passer de 25 à 12,5 puis à 6,25 en fonction du débit de filtration glomérulaire. Comment vous choisissez maintenant votre thérapie initiale? On est tous d'accord pour dire que prévention secondaire, insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique, je vais m'orienter d'abord vers glyphlosine et ou agoniste du récepteur au GLP1. Et que si j'ai choisi la glyphlosine, je peux proposer l'IDPP4 en seconde intention. Parce que dans ce choix de la thérapie initiale après la metformine, eh bien, il y a aussi le poids qui est important. Et on ne veut pas faire prendre de poids à nos patients. Il y a aussi le risque d'hypoglycémie et, bien entendu, il y a le coût. Il y a le coût, ça ce sont les arguments qu'on va utiliser. Je voudrais quand même rajouter un autre argument, c'est l'hémoglobine glyquée. Quand vous avez un patient devant vous, vous souhaitez que ce patient soit contrôlé. Et donc, quand vous prescrivez un traitement, vous savez d'ores et déjà que ce traitement va baisser en moyenne, par exemple pour les glyptines, en moyenne, il va baisser de 1% si vous démarrez de 8,5% et de plus si vous démarrez à une glycémie plus importante. Il y a beaucoup de raisons qui vont faire que cette individualisation de traitement est très importante et la caractéristique principale des glyptines, c'est qu'elles vont avoir des patients candidats que nous allons voir. On a déjà enlevé les insuffisances cardiaques en seconde intention pour les glyptines, elles peuvent venir en troisième. Pareil pour la prévention secondaire. Et on va regarder ensemble les critères qui vont faire que c'est des IDPP4 qui ont des bénéfices sur le risque d'hypoglycémie, sans prise de poids, sans augmentation du risque cardiovasculaire, que vous allez prescrire chez des patients qui ont une insuffisance rénale. N'oubliez pas que les glyphlosines ont toujours un intérêt, même si la DFG baisse en dessous de 45 ml/min pour la protection rénale, mais qu'elles n'ont plus d'intérêt à ce moment-là pour la baisse de la glycémie. Donc, il y a des patients chez qui vous allez les considérer comme des antidiabétiques qui protègent le rein, et d'autres patients chez qui vous les prescrivez parce que ce sont des protecteurs néphroniques. Et ça, c'est important lorsque vous prenez en charge les patients. Je donne un exemple d'un patient avec une DFG à 40, qui a une maladie rénale chronique et une hémoglobine glyquée à 8%. Vous lui prescrivez la glyphlosine, vous devez le faire parce qu'il a cette maladie rénale chronique, mais vous savez d'emblée qu'il n'y aura aucun effet sur l'hémoglobine glyquée. Donc en même temps, il va falloir prescrire une autre thérapie en même temps, la même ordonnance, pour pouvoir contrôler l'hémoglobine glyquée. Quels sont ces profils patients? C'est le risque d'hypoglycémie, l'absence de prise de poids, on a dit, l'absence d'augmentation du risque cardiovasculaire, le rein chez qui vous allez adapter, et puis le sujet âgé. Donc quand je cherche mon profil, c'est un patient fragile, clairement, ou à risque d'hypoglycémie, c'est-à-dire un patient qui un jour déjeune à midi, un jour qui déjeune à 14 heures, c'est-à-dire un patient qui risque d'avoir une activité physique à un moment très important et un autre qui n'en aura pas. L'absence de prise de poids fait que je ne vais pas chercher à le proposer en alternative, par exemple, à un agoniste du récepteur au GLP1 lorsqu'il aura certainement une obésité, ça peut se discuter en cas de surpoids. C'est un patient qui va être en prévention primaire ou qui va bénéficier de ce traitement par glyptine en troisième intention après metformine, glyphlosine chez un patient en prévention secondaire. C'est un patient pour qui vous allez titrer
la glyptine, à part la linagliptine, et puis bien entendu, c'est un patient qui est tout à fait, lorsqu'il est âgé, qui va bénéficier de tous les avantages de ce traitement. Je voulais faire un tout petit clin d'œil à l'association ISGLT2 et DPP4 inhibiteurs parce que justement, elle va allier à la fois la protection des SGLT2 sur le rein, mais également l'effet incrétine sur la glycémie et l'hémoglobine glyquée qui fait que, dans l'absolu, lorsqu'on va utiliser cette combinaison, et je pense que c'est une combinaison gagnante, nous allons pouvoir suppléer à plusieurs des mécanismes physiopathogéniques qu'on a vus tout à l'heure. Et dans ces études, vous voyez que lorsqu'on compare les patients qui vont être mis sous DPP4 inhibiteurs versus ISGLT2, ceux qui sont vers la gauche, eh bien la tendance pour toutes les études sur cette méta-analyse allait vers l'association glyptine-glyphlosine. Dernier message, je ne vous ai pas encore dit quelle était la valeur ajoutée de l'allogliptine. D'habitude, on a un patient qui n'est pas candidat aux glyphlosines et qui n'est pas souvent candidat aux glyptines et qui est particulier. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce patient-là? Un patient qui va venir vous voir, vous lui prescrivez les incrétines, vous lui prescrivez les glyphlosines, il risque de revenir en courant en vous disant « vous n'avez pas résolu mon problème, docteur ». C'est ce patient qui va avoir un syndrome polyuropolydipsique. Puisque quand on a un syndrome polyuropolydipsique, jusqu'à aujourd'hui, le seul traitement qui pouvait améliorer le syndrome polyuropolydipsique et ce dérangement permanent, c'est le sulfamide, c'est l'insuline. Eh bien, pour faire la différence pour ce patient en particulier, je vous propose de revenir rapidement sur cette étude qui a comparé la metformine versus allogliptine plus metformine. D'abord, pour voir que, ça c'est pas un scoop, on sait que l'hémoglobine glyquée à 3 mois va baisser, mais l'hémoglobine glyquée à 3 mois baisse toujours par rapport au placebo. Elle baisse toujours par rapport au sulfamide. On est d'accord, à 3 mois, toutes les études qui ont été faites avec les glyptines que vous connaissiez auparavant, eh bien, entraînaient une baisse de l'hémoglobine glyquée qui était comparable. Maintenant, la différence se faisait sur la glycémie à jeun les premières semaines. Eh bien, dans cette étude ENDURE, où on a comparé en association avec la metformine un très bon sulfamide, le glipizide versus l'allogliptine, eh bien, vous voyez avec moi qu'au bout de 3 mois, que ce soit dans le groupe metformine-allogliptine à 12,5 ou à 25, ou le groupe metformine-glipizide, la baisse de l'hémoglobine glyquée était similaire. Voici la grande différence. La grande différence est que dans la glycémie à jeun, on a cet avantage pour l'allogliptine qui va apparaître la première semaine, chose qu'on n'a pas habituellement dans les autres glyptines. Et c'est vrai que cet avantage-là fait que c'est une glyptine qui va, bien entendu, challenger les autres molécules, mais qui va beaucoup challenger ce candidat patient qui était exclu lorsqu'il venait en consultation avec ce syndrome PP et chez qui vous allez pouvoir contrôler la glycémie très rapidement malgré son syndrome polyuropolydipsique avec l'allogliptine. Donc, pour conclure, on a 3 patients avec 8% d'hémoglobine glyquée. Mon premier patient, c'est une infirmière jeune qui est à la limite du surpoids en prévention primaire sous metformine. L'indication d'une glyptine, eh bien, c'est clairement son rythme de vie. Vous devez penser au rythme de vie des patients pour prescrire des traitements chez des patients qui ont un rythme de vie ou un rythme de travail qui est très déséquilibré. Ensuite, si vous avez un patient un peu plus âgé, mais toujours très jeune, qui va avoir une insuffisance cardiaque, bien entendu que vous allez proposer ce traitement avec une glyphlosine. Tant que la DFG reste supérieure à 45, eh bien, il pourra venir en 3e intention, tout en sachant que le potentiel de baisse de l'hémoglobine glyquée ne va certainement pas diminuer en dessous de 7,5, ce qui peut être votre objectif pour Adil. Et pour Mohamed, qui a 70 ans, eh bien, c'est un patient qui va bénéficier de l'effet non hypoglycémiant des glyptines en général et qui va vous permettre de façon élégante de revenir de 8 à peu près 7 ou 7,2%. Là aussi, c'est son objectif
en prescrivant une glyptine. La différence qu'on avait auparavant, c'est que si ces patients avaient eu un syndrome polyuropolydipsique, la grande question aurait été de se poser la question, est-ce qu'on leur propose un sulfamide ou est-ce qu'on leur propose une glyptine, parce que pendant 1 mois, ils risquent de rester dérangés par le syndrome polyuropolydipsique. Donc vous voyez que nous avons beaucoup de situations cliniques qui nous permettent d'ajouter une glyptine, et notamment ici l'allogliptine, à nos patients. C'est des patients qui vont avoir déjà la metformine, pour qui la glyptine vient en seconde intention, ou des patients qui auront plusieurs antidiabétiques oraux, notamment metformine et gliflozine, et même on le garde en cas d'insulinothérapie, ce qui fait que nous avons plusieurs candidats à ce traitement. Neutre au niveau cardiovasculaire, efficace sans risque d'hypoglycémie, et le plus important pour moi, c'est que vous puissiez le proposer chez des patients que vous allez dépister très rapidement, et je suis personnellement très favorable à la bithérapie même d'emblée chez des patients qui vont avoir une hémoglobine glyquée non contrôlée au diagnostic, puisqu'en mettant 2 thérapies, metformine et glyptine, vous n'allez pas entraîner un surrisque d'hypoglycémie, vous allez contrôler vos patients. Je vous remercie.